Alors pour cette conférence commune, on voulait quelqu'un qui puisse avoir intéressé les deux communautés, avoir un pied dans chaque discipline, être capable de parler à des physiciens et à des chimistes. Et on a le grand plaisir aujourd'hui d'avoir Damien Bègle de l'ENS à Paris qui va prendre ce rôle-là aujourd'hui. Cette charge. Ouais, exactement. Donc, je te remercie encore d'être venu aujourd'hui. Damien, il est professeur à l'École normale supérieure à Paris. Il a été membre de l'Institut universitaire de France. Il a été lauréat d'un financement à l'ERC, lauréat d'un programme émergence de la ville de Paris. Et plus récemment, il a eu aussi le Soft Matter Lectureship de la Royal Society of Chemistry anglaise. Donc voilà, différents prix. Donc, pour vous montrer que c'est un jeune chercheur brillant du département de chimie à Paris. Et bien sur ce, je vais lui donner la parole. On va pouvoir shifter sur son exposé. Et donc on te remercie encore d'être venu et tu vas nous parler aujourd'hui de métafluidique. Yes. Et voilà, donc je laisse Damien parler. Bonjour à tous, bonne année. Alors effectivement, je suis chercheur, je ne sais pas trop si je suis encore jeune ni brillant, mais je peux me définir comme un physico-chimiste. Alors, un physico-chimiste, c'est quelqu'un qui est à la fois un mauvais physicien et un mauvais chimiste, et donc qui essaie de faire autre chose que de la physique ou que de la chimie. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de parler d'une partie des choses qu'on fait sous un terme un peu bizarre. Enfin, j'ai l'impression de l'avoir inventé, mais je ne suis pas sûr. Bon, métafluidique, c'est un mot pour dire qu'on va essayer de faire de la fluidique de manière différente de ce qui est fait de manière conventionnelle. Et c'est autour de la microfluidique, en essayant de faire des choses qui sont simples. Et vous allez voir, on va parler un peu de café, on va parler un peu de lumière, on va utiliser des aimants, etc. Je vais surtout vous parler de ça, et si j'ai un petit peu de temps, je vous parlerai aussi de ces cristaux mous et vivants qui sont un petit peu hors de cet aspect métafluidique, mais qui sont malgré tout intéressants. Alors, la fluidique, c'est quoi? C'est l'étude et la manipulation, donc c'est la science et la technologie de l'écoulement des fluides. Et on parle de microfluidique quand la taille caractéristique de l'écoulement est typiquement dans cet ordre de grandeur, donc c'est inférieur au millimètre. Et c'est typiquement entre 1 et 100 micromètres, donc 100 micromètres, c'est à peu près le diamètre d'un cheveu pour donner un ordre de grandeur. Et donc la microfluidique, c'est à la fois une science et une technologie des écoulements à petite dimension. Et pour qu'un écoulement se fasse à petite dimension, une des manières simples de le faire, c'est de faire passer le liquide dans des petits tuyaux qu'on appelle des microcanaux. Des microcanaux, il en existe dans la nature. Donc vous avez par exemple les réseaux des capillaires sanguins, les nervures des feuilles. Vous pouvez aussi les fabriquer au laboratoire. Vous pouvez acheter des systèmes microfluidiques dans le commerce très aisément. Donc, un test de grossesse, c'est un laboratoire miniaturisé dans lequel des liquides peuvent s'écouler, peuvent réagir pour avoir un diagnostic. Et donc, ce qu'on peut retenir de ça, c'est qu'en gros, actuellement, on a des technologies qui permettent de fabriquer à façon dans pratiquement n'importe quel matériau. Ce n'est pas des plastiques, ce n'est pas du verre, ce n'est pas des métaux. On a des méthodes qui permettent de fabriquer à façon des canaux qui vont avoir les tailles et les dimensions qu'on veut. Alors, on peut aussi avoir des liquides à petite dimension sans qu'ils soient confinés dans des tuyaux. C'est ce qu'on appelle des gouttes. Et ces gouttes, si elles sont petites, on va dire que c'est des micro-gouttes ou des gouttes millimétriques. Alors, on a tous vu des gouttes accrochées sur une toile d'araignée. La plupart d'entre nous, en tout cas les plus grassouillés, ont également des gouttes. Donc là, on a des dimensions plus petites, donc qui sont des gouttes d'huile en fait, qu'il y a dans le corps humain, qui vont plutôt être de l'ordre d'une centaine de micromètres. Et en fait, au laboratoire, on peut fabriquer des gouttes de taille contrôlée. Donc vous voyez ici, en faisant varier par exemple la pression, on peut changer la taille des gouttes qui vont faire de 10 à 100 micromètres d'épaisseur, donc entre ici un diamètre d'un cheveu et par exemple un cheveu coupé en 10. Et ces gouttes, il existe plein de méthodes pour les manipuler. On peut les manipuler dans des liquides, par exemple ici, on peut les manipuler dans l'air, par exemple sur des surfaces avec des champs électriques. On va pouvoir les combiner, les faire réagir, etc. Alors,
Ces opérations de base, quand on les intègre sur un petit dispositif, on appelle ça un laboratoire sur puce. Donc vous avez un exemple ici. Donc ça vous donne l'idée de la taille. Donc ça, c'est l'équivalent d'1 centime d'euro. Donc ça vous donne la taille caractéristique de cet objet. Et vous voyez que vous pouvez distinguer à l'intérieur tout un réseau de petits canaux dans lequel on va pouvoir transporter des liquides, les faire réagir, y faire des mesures, y faire des réactions chimiques ou des opérations microfluidiques, de la détection, des analyses médicales, etc. Et en fait, ce qu'on peut retenir de la microfluidique, c'est que du point de vue des phénomènes, c'est des choses qu'on connaît relativement bien, les échos à petite dimension, et c'est surtout finalement un outil, la microfluidique, qui va permettre d'explorer soit des nouveaux phénomènes qui vont intéresser les sciences fondamentales, en chimie, en physique, en biologie, et aussi des énormes champs d'application dans tout un tas de domaines. Bon, j'ai donné quelques exemples, mais la miniaturisation va vous permettre de faire des détections beaucoup plus précises, beaucoup plus rapides. En physique, on va regarder des propriétés nouvelles des liquides à petite dimension. En chimie, c'est la possibilité de faire des réactions avec beaucoup moins de déchets, avec des rendements bien meilleurs. C'est actuellement... vous aimez les glaces Ben & Jerry? Voilà. Donc, par exemple, actuellement, donc, l'industrie agroalimentaire veut toujours faire des réacteurs qui vont être optimaux. Évidemment, on ne va pas construire un réacteur à chaque fois qu'on veut l'optimiser, et donc c'est intéressant de l'optimiser à petite taille, donc sur un format microfluidique, comme je vous ai montré. Et il y a de plus en plus d'industriels actuellement qui, une fois qu'ils ont fait le laboratoire miniaturisé, au lieu d'essayer de l'agrandir, parce qu'à chaque fois qu'on l'agrandit, ça ne marche pas comme quand c'était petit, ils le mettent en parallèle. Et donc, ils font ça chez Ben & Jerry, ils font ça chez L'Oréal aussi, ils commencent à faire des systèmes microfluidiques comme des petites cassettes qui vont faire fonctionner en parallèle de manière optimale. Et puis, c'est un impact énorme en médecine, en particulier avec la possibilité de faire du diagnostic auprès du patient sans avoir besoin d'aller à l'hôpital ou dans un laboratoire d'analyse. C'est ce qu'on appelle le Diagnostic Point of Care. Ça, c'est extrêmement important, bien sûr, pour le confort du patient, mais aussi dans les pays en voie de développement où le principal problème, c'est l'accès à l'hôpital. Et donc, si vous êtes capable de faire un diagnostic immédiat et de vous dire « Ah oui, il faut que j'aille faire 200 ou 300 km pour aller à l'hôpital », si le diagnostic est positif, oui, je vais envisager de le faire. Avec des choses très intéressantes, par exemple, avec de la microfluidique sur papier qui permet de distribuer des tests VIH, par exemple, à 1 cent, donc 1 centime de dollar dans les pays en voie de développement. Et puis un autre aspect aussi très intéressant en médecine, qui est la possibilité de fabriquer des organes sur des systèmes microfluidiques. Donc, vous avez un patient, vous pouvez faire croître des cellules de son poumon, reconstituer une partie de son poumon sur un dispositif microfluidique. Et l'intérêt, c'est pas de faire des organes artificiels qu'on va implanter dans le patient, mais c'est pouvoir tester des médicaments, par exemple. Donc, si vous voulez trouver le cocktail de molécules anticancéreuses la plus performante pour cibler une tumeur sans détruire les autres tissus, vous pouvez faire ça dans un laboratoire sans le faire sur le patient. Et donc, vous imaginez l'intérêt que ont ces approches. Donc voilà, donc tout ça, c'est la microfluidique telle qu'on la trouve dans les articles, telle qu'on la trouve dans les médias, c'est-à-dire un outil qui permet de faire de la science hyper intéressante et plein d'applications. Et dans la vraie vie, ça ressemble un peu à ça, la microfluidique. Donc, vous avez un système microfluidique qui est petit, qui est là. Vous voyez, donc c'est ce truc-là, ici. Donc, vous ne le voyez pas parce qu'il est petit. Mais vous voyez que pour le faire marcher, vous avez besoin de tout un tas de choses. Vous avez besoin de tuyaux, de pompes, des microscopes, des étudiants motivés, souriants, qui croient encore en ce qu'ils font, un ordinateur, enfin plein de choses. Et donc ça montre deux choses. La première chose que ça montre, c'est que le système peut être extrêmement miniaturisé, mais il peut être finalement très difficile à transporter. Et donc, vous voyez que si je veux un système microfluidique, par exemple, qui me permette de résoudre des problèmes sanitaires en Afrique, ça va être très difficile avec des systèmes comme ça. Donc, il y a un problème de portabilité intrinsèque à ça. Et l'autre problème qu'il y a, c'est que si on a besoin de tout ça pour faire fonctionner le système microfluidique, ça montre que ce n'est pas si simple. Et en fait, au quotidien, on a des soucis
parce que contrôler les écoulements, ça reste difficile. Donc fabriquer ces puces microfluidiques, c'est très simple. Il y a vraiment des outils maintenant industriels qui permettent de faire ça. Contrôler finement les écoulements à l'intérieur, c'est difficile. Donc voilà ce qu'on peut résumer dans cette introduction rapide. C'est qu'on a quelque chose qui a un gros potentiel, avec de la science très intéressante à faire, des applications considérables et qui vont encore se développer. Mais on a des problèmes fondamentaux. On a un problème de portabilité, parce qu'on a du mal à les faire fonctionner de manière autonome. La difficulté de contrôler les écoulements, et puis des problèmes de coût aussi, qui posent un problème. Et donc, l'idée qu'on a dans notre équipe, c'est d'essayer de voir s'il y a d'autres manières de faire de la microfluidique qu'avec des tuyaux, des pompes, des ordinateurs. Et donc, comment on peut manipuler des liquides à petite dimension de manière différente qu'avec des tuyaux, en espérant que ce soit plus simple, en espérant que ce soit plus accessible et qu'on puisse le faire partout. Ce que je vais vous montrer, c'est de la recherche, donc on est vraiment dans le développement, et les applications, on espère qu'elles viendront. Il y en a quelques-unes qui commencent à venir, comme je vous montrerai, pour le diagnostic en particulier. Alors, notre stratégie pour faire ça, c'est les interfaces. Ça va être notre terrain de jeu, les interfaces. Alors, qu'est-ce que c'est une interface? C'est un truc qu'il y a entre deux trucs. Donc, le monde est fortement hétérogène, vous en êtes la preuve. Hein. Donc, dans cette salle, on peut dire qu'on est hétérogène, on n'est pas un truc homogène, un liquide homogène, on est très hétérogène, et donc entre deux milieux différents, on a une interface. Et les interfaces sont partout, et comme j'ai montré très rapidement, leur rôle devient particulièrement important à petite dimension. Plus on est petit, plus le rôle de la surface est important devant le volume. Et deux propriétés intéressantes, c'est qu'une interface c'est mou, et une interface est donc déformable. Donc, vous prenez ici cette interface OR, vous agitez un petit peu, vous pouvez la déformer de manière spectaculaire, mais ça coûte de l'énergie, ça ne se fait pas spontanément, il faut de l'énergie pour faire ça. Et alors c'est quoi cette énergie? Bon, on a les gouttes dans lesquelles on a l'habitude de les voir rondes, en principe. Hein, quand on demande à quelqu'un de dessiner une goutte, en général, il fait un rond. Et effectivement, les gouttes, quand elles sont suffisamment petites, sont en général assez rondes. Et si elles sont assez rondes, c'est parce qu'on a une interface. Qu'une goutte, c'est un liquide dans quelque chose d'autre, qui peut être de l'huile ou de l'air. Et en fait, la cohésion du liquide, ça, c'est un peu un principe naturel. Les liquides ou les molécules ont plutôt une affinité pour elles-mêmes que pour les autres. C'est comme ça. Et donc, fabriquer un contact avec un liquide étranger ou un gaz étranger, ça coûte de l'énergie, et cette énergie, c'est la tension de surface, c'est l'énergie interfaciale. Et donc, pour minimiser cette énergie, on va faire la surface la plus petite possible, qui est une sphère. Sauf que donc cette énergie par unité de surface, on l'appelle la tension de surface ou l'énergie interfaciale. Sauf que souvent, finalement, les liquides qu'on manipule sont assez gros, par exemple de l'eau dans un verre ou de la vodka dans un verre. Et en fait, ce n'est pas du tout rond. On voit que le liquide il est plutôt plat. En fait, il s'aplatit parce qu'il est soumis à son propre poids, comme nous tous. Et donc, comme il est gros, il a un poids qui est important et donc il est aplati. Néanmoins, il y a une surface ici, et cette surface, elle est entre de l'eau et de l'air, et elle a aussi une énergie. Et si je veux déformer cette interface, il faut que j'appuie dessus. Et l'énergie interfaciale, la tension de surface, va s'opposer à cette déformation. Et en fait, je prends souvent cette petite image qui n'est pas tout à fait juste d'un point de vue scientifique, mais qui représente assez bien. Donc si vous imaginez que ce drap tendu a une certaine tension, qui a la tension de surface, pour un poids donné, donc pour une force donnée, la déformation va être d'autant plus faible que cette tension va être grande, donc les gens vont tirer dessus. Et vice-versa, si j'augmente le poids de ce personnage, ça va plus se déformer. Donc plus la tension de surface est forte, plus la déformation est faible, et vice-versa. Alors ce qui est intéressant, donc, les interfaces sont déformables au prix d'une certaine énergie. Ce qui est assez amusant, c'est que si maintenant j'applique une tension différente à gauche et à droite, vous voyez tout de suite ce qui va se passer, c'est que le drap va être tiré vers là. Et en fait, c'est ce qui se passe. Alors que si on a une différence d'énergie interfaciale sur une surface,
il va se créer un écoulement à cette interface qu'on appelle aussi l'effet Marangoni. Ces écoulements, vous les avez tous observés dans la vie courante, ces écoulements interfaciaux, qui se passent dès qu'on fait des gradients de tension de surface. L'exemple le plus peut-être familier qu'on observe, c'est ce phénomène des larmes du vin qui marche avec tous les alcools, en particulier les alcools forts, donc ça marche très bien avec le cognac, etc. Vous faites un film d'alcool dans un verre, et très rapidement, vous allez voir un bourrelet qui se forme ici, qui va se déstabiliser pour former ce qu'on appelle ces larmes de vin qui vont couler dans le verre. Et donc ça, c'est ce qui est esthétiquement très beau, ce sont ces larmes qui coulent, mais ce qui est intéressant du point de vue finalement du phénomène, c'est que pour qu'on ait du liquide ici en haut, donc on ait du liquide qui s'accumule, c'est-à-dire qu'on a du liquide qui monte, c'est-à-dire qu'on a du liquide qui part du bas vers le haut contre la gravité, donc il va contre la gravité. Et ce liquide, il monte grâce à un gradient d'énergie interfaciale, grâce à un effet Marangoni. Pourquoi? Parce que l'alcool s'évapore, comme vous le savez tous. L'alcool s'évapore plus fortement que l'eau. Donc, en haut du film, en fait, on a plus d'eau que d'alcool. La tension de surface est plus grande, l'énergie interfaciale est plus grande. Et donc, la partie haute du film va tirer sur la partie basse, et donc on va avoir un écoulement de bas en haut. Donc, pour faire ce phénomène, il faut juste être un petit peu patient. Vous tournez, vous faites votre film, vous attendez un petit peu, et vous allez voir que en haut du film, du liquide va s'accumuler, ce bourrelet va être de plus en plus gros, et au bout d'un moment, il va se déstabiliser. Et ça va durer, parce qu'il y a toujours du liquide qui est en train de monter. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on va retenir? On va utiliser des interfaces. Ces interfaces ont une certaine énergie. Et pour faire des choses, on va utiliser deux choses. On va soit faire des gradients d'énergie interfaciale pour faire des écoulements, soit on va exploiter la déformabilité, ou le fait qu'une interface peut se déformer. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont assez surprenantes. Alors on va commencer par utiliser la lumière pour manipuler des liquides. Et donc pour faire ça, on va passer à l'aide transparent en anglais. Et je vais continuer à expliquer en français. Donc, comment on va faire contrôler des énergies interfaciales par la lumière? Eh bien, on va utiliser finalement la chose la plus commune pour moduler les tensions interfaciales, c'est d'utiliser des tensioactifs. Donc si vous voulez baisser la tension de surface quand vous faites la vaisselle, ou par exemple, bah, vous mettez des tensioactifs, vous mettez du PEC citron, la tension de surface baisse, et en agitant un petit peu l'eau, vous allez faire facilement de la mousse. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait du PEC citron qui est sensible à la lumière, qui s'appelle azotab, et cette molécule a la particularité de, en fonction de l'éclairement, de s'isomériser, donc d'avoir deux conformations différentes. Une conformation linéaire, trans, qui est plus hydrophobe, et une conformation cis, quand on met de la lumière UV, qui est comme ça, et qui est moins hydrophobe. Alors qu'est-ce que ça veut dire plus hydrophobe, moins hydrophobe? C'est une affinité plus ou moins grande pour l'eau, pour les interfaces. Mais ce qu'on va retenir surtout, c'est qu'on va changer l'énergie interfaciale. Donc, lorsque je prends une interface liquide-liquide, l'énergie interfaciale est basse. Si je mets un petit peu de lumière UV, l'énergie interfaciale va monter, comme si je mettais moins de tensioactifs. Et quand je mets dans l'autre sens de la lumière bleue ou de la lumière UV, l'énergie interfaciale va baisser comme si je rajoutais du tensioactif, sauf que ça, je le fais avec la lumière. Et donc la première expérience qu'on a fait il y a très longtemps, en collaboration avec Arnaud ici d'ailleurs, est très simple. On prend une petite goutte d'huile ici, qu'on met sur un bain d'eau, on a des tensioactifs photosensibles, et je vais mettre de la lumière ici UV juste sur le bord de la goutte. Donc la lumière se met sur la lumière est appliquée sur une partie de la goutte, ça crée un écoulement vers la gauche, d'accord, et cet écoulement propulse la goutte. Et ce qui est amusant, je vous ai dit, quand je mets de la lumière UV, j'augmente la tension interfaciale, mais si je mets de la lumière bleue, je la baisse, donc je peux inverser le gradient, et donc cette goutte que je pouvais pousser, maintenant je peux la tirer en passant à de la lumière bleue. Donc je peux pousser la goutte avec de la lumière UV, la tirer avec de la lumière bleue, et donc si maintenant je fais un faisceau avec deux couleurs, donc je mets au centre de la lumière bleue qui attire la goutte et autour de la lumière UV qui la repousse, donc ça fait un piège. Et en déplaçant ce motif lumineux, je peux déplacer la goutte à volonté. Et ça, ça se fait, c'est pas du tout une pince optique, hein, ça se fait avec des éclairements tout à fait classiques, avec des petites LED. Et vous pouvez déplacer des objets qui sont assez gros. Ici, vous avez une goutte qui fait 1 mm.
Alors vous voyez que c'est extrêmement utile ce genre de truc parce que vous pouvez envoyer ce genre de message à la communauté d'amour et de paix. Mais il y a un problème, si vous m'avez suivi, c'est que pour que je fasse bouger la goutte, il faut que j'éclaire une petite partie de la goutte, en gros la moitié. Donc il faut que j'ai une goutte, que j'ai de la lumière et que je vienne en éclairer la moitié. Ce qui n'est pas très facile. Ce qui veut dire, c'est que ça va marcher qu'avec des grosses gouttes, ou alors avec des systèmes extrêmement compliqués. Or, je vous ai dit au début que je voulais faire des choses simples, donc c'est raté. Et en plus, vous voyez qu'ici, je ne peux déplacer qu'une seule goutte. Et ça pourrait être intéressant de manipuler plusieurs gouttes si, par exemple, je veux les combiner pour faire des réactions chimiques ou biochimiques. Donc, on s'est dit, comment faire pour déplacer plein de gouttes de manière beaucoup plus simple? Et de manière beaucoup plus simple, c'est de se dire, je ne vais pas faire des interfaces liquide-liquide, c'est trop compliqué, je vais juste regarder les interfaces OR, comme le verre de vin que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, l'expérience maintenant qu'on va faire est encore plus simple. Je vais juste prendre de l'eau dans l'air, donc comme un verre d'eau, avec mes tensions actives photosensibles. Je vais mettre dessus des petites gouttes, en l'occurrence ici, qui pourraient être des gouttes d'huile, mais ici c'est des gouttes qui sont organiques, qui peuvent contenir des molécules chimiques, et ces gouttes sont immobiles, et vous allez voir que dès que j'applique la lumière, là, qu'est-ce qui se passe? J'augmente l'énergie interfaciale, j'ai un écoulement vers la lumière, et vous voyez que ces écoulements de surface vont transporter les gouttes vers la lumière. Donc du coup, j'ai plus besoin de viser la goutte, je mets la lumière quelque part, et les gouttes vont spontanément, comme des petits moustiques un soir d'été, aller vers la lumière, et donc si j'en ai plusieurs, ces gouttes vont se rencontrer et elles vont fusionner. Alors ça vous paraît assez bête comme opération, je prends deux gouttes et je les fais fusionner, sauf que c'est exactement ce que vous faites quand vous faites de la chimie, si certains font de la chimie. Quand vous faites une réaction chimique, vous mélangez de liquide. Et donc là, on peut mélanger de liquide et donc on peut faire de la chimie. En particulier, on a fait des réactions de synthèse organique. Et c'était la première fois qu'on pouvait manipuler des gouttes comme ça et faire directement in situ des réactions de chimie organique sans utiliser de tuyaux, de pompes, de réacteurs, d'agitateurs, etc., etc. Dans des volumes qui sont petits. Donc vous voyez que si vous voulez, par exemple, explorer des nouvelles réactions ou faire des molécules qui sont très instables, c'est très simple, vous pouvez les faire directement, in situ. Et il y a des gens, par exemple, qui s'intéressent à ce genre de choses pour fabriquer des molécules qu'on utilise dans l'imagerie médicale, par exemple, qui sont des molécules qui ont des durées de vie très, très courtes, et donc il faut les fabriquer à l'hôpital. Et donc si vous avez des cassettes microfluidiques pour les faire sur place, vous gagnez beaucoup de temps, et vous pouvez faire des imageries qui sont plus sensibles. Alors, je vous ai dit, je prends de l'eau, je mets des gouttes d'huile dessus et je peux les faire bouger. Et on s'est dit, est-ce qu'on pourrait aussi faire bouger des gouttes d'eau? Parce que les gouttes d'eau, c'est bien pour la biologie, c'est le solvant qu'on aime bien, et puis parfois, on n'aime pas les solvants organiques pour différentes raisons. Et donc, est-ce qu'on peut faire déplacer des gouttes d'eau? Alors, le défi ici, c'est comment faire flotter une goutte d'eau sur de l'eau. Et c'est encore plus difficile comme défi, c'est que l'eau qui est en dessous contient des tensioactifs, c'est-à-dire du pexitron. Donc vous imaginez que vous avez de l'eau avec du pexitron et que vous voulez déposer une goutte d'eau dessus qui flotte. Alors pour faire ça, ce n'est pas facile. La solution a été en fait imaginée il y a une quinzaine d'années, qui consiste à faire ce qu'on appelle des billes liquides ou des gouttes enrobées ou des liquid marbles. Qu'est-ce que c'est une liquid marble? C'est une goutte d'eau qui est enrobée de petites particules hydrophobes. Et à l'époque, l'idée c'était de les rendre hydrophobes pour qu'elles soient en condition comme ça de non-mouillage, quel que soit le substrat solide. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une condition de non-mouillage? C'est que par exemple, vous prenez une goutte d'eau, vous la mettez sur une poêle en téflon, vous la mettez sur votre veste en Gore-Tex de ski déperlante, la goutte va rester bien ronde et elle va glisser, et donc elle ne va pas mouiller le substrat. D'accord ?
Or, si vous utilisez un substrat classique, une lamelle de verre, n'importe quoi, ou, quelque chose, ou pas du Gore-Tex, ou un verre par exemple, la goutte en général elle s'étale. Et donc, une des manières de la rendre non mouillante, au lieu de traiter la surface, c'est de l'enrober de petites particules hydrophobes, de la même manière que... Alors, je vais vous montrer comment on fait. Voilà, donc je vais vous montrer comment on fabrique ça. C'est très simple. Pardon. Alors voilà une nouvelle vidéo. Voilà, donc je vais prendre ma poudre ici, vous faire l'expérience à la maison avec du cacao, du vrai cacao, hein, non dégraissé. Vous mettez un peu de lait ou de l'eau, ça fait facilement des liquides marble. Donc vous prenez de la poudre ici hydrophobe, vous mettez une petite goutte d'eau. Voilà, cette goutte d'eau, on va l'agiter dans ce petit récipient pour qu'elle s'enrobe de particules hydrophobes. Donc ma goutte d'eau est à l'intérieur ici. Je la mets là-dedans et vous allez voir que ma goutte d'eau elle est bien ronde, d'accord? Et voilà. Et là, je viens de la déposer sur une surface liquide. Alors vous voyez que cette surface liquide est particulièrement sale. Il y a même des cheveux qui flottent ici, donc ça vous montre bien que c'est un liquide. Mais vous voyez qu'ici, j'ai une goutte d'eau qui flotte, parfaitement sphérique, et qui peut rester des dizaines d'heures, comme ça, sans, on dit coalescer, c'est-à-dire sans fusionner avec le substrat en dessous. Et donc maintenant, je peux essayer de la faire bouger, cette liquid marble, avec la lumière. Donc voici l'expérience. J'ai ici ma liquid marble, ici j'ai de l'eau, et la lumière, elle est ici. Donc qu'est-ce qui se passe? J'envoie de la lumière vers là. Ça crée des écoulements qui vont vers la lumière. Et vous voyez que la liquid marble, enfin ma bille liquide, elle est attirée vers la lumière. Là, normalement, le public s'exclame. Waouh! Donc, voilà, on avait fait ce qu'on voulait faire, mais finalement, un chercheur, c'est toujours un peu frustré. C'est-à-dire que quand il veut faire un truc et que ça ne marche pas, ça l'emmerde. Mais quand ça marche, il se dit... Bon, bah, finalement, c'est ce que j'avais prévu. Bon, il n'y a pas vraiment de surprise. Mais il y a eu quand même une surprise. C'est-à-dire qu'on a refait l'expérience, la même, en mettant juste moins d'eau. D'accord? Donc, on a juste un liquide plus faible. Et là, alors là, c'est normalement la clameur. Là, je refais la même expérience et vous voyez que la bille liquide, elle s'en va en sens opposé. On pourrait se dire, ah, mais peut-être que les écoulements ont changé. Ben non, en fait, les écoulements, si vous regardez ces poussières ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a des poussières là, ces poussières, elles vont vers la lumière. Donc, j'ai bien les écoulements qui vont vers la lumière et j'ai un objet qui se déplace à contre-courant. J'ai un objet sans moteur, complètement passif, qui est sur une rivière et qui remonte le courant. Alors ça, on était très surpris de ce phénomène. Et en fait, on a compris d'où ça venait du fait que l'interface, elle est en fait déformable. Et donc, on a mesuré la déformation. Et ce qui se passe, c'est que, je vais peut-être aller rapidement pour vous éviter les équations, mais lorsque le liquide est épais, j'ai des écoulements comme ça en surface, et mon objet qui flotte, il est transporté comme un petit bateau à la surface de l'eau. Par contre, quand je mets très peu de liquide, j'ai toujours un écoulement vers le centre, mais cet écoulement va déformer le liquide, donc va créer une bosse. Et sur cette bosse, en fait, la goutte liquide qui se retrouve dessus va dévaler la pente comme sur un toboggan. Donc vous avez un objet qui dévale la pente comme sur un toboggan, sauf que ce toboggan, c'est un toboggan dynamique qui est créé par l'écoulement qui est en dessous. Et donc on a pu montrer qu'en fait, il y avait donc ces deux régimes, donc ce régime classique, ce nouveau régime. On a pu faire un petit modèle, montrer qu'il y avait une longueur caractéristique, et on l'a appelé l'effet toboggan, cet effet, qui est un nouvel effet, qui est un objet qui peut se déplacer dans le sens opposé d'un écoulement. Alors, juste pour les gens qui sont un peu spécialistes, il y a plusieurs choses qui sont amusantes. Je fais un aparté. La première chose qui est amusante, c'est qu'en fait, on a un régime qui est dominé par la gravité lorsqu'on est en dessous de la longueur capillaire. Donc ça, c'est la première surprise pour les spécialistes. Et l'autre surprise qui est assez amusante aussi, c'est qu'en fait, on a les vitesses les plus grandes lorsque les écoulements, la vitesse des écoulements sont les plus faibles, ce qui montre
l'importance de la déformation ici. Donc voilà pour les blagues de chercheurs, vous n'avez rien compris, mais c'est entre les spécialistes, on se fait des blagues comme ça, parfois. Donc, je vous ai montré des gouttes, mais je suis assez loin de la microfluidique, je ne vous ai pas dit microfluidique au début. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on met tout ça dans les canaux? Quand on met tout ça dans les canaux, on peut faire des trucs assez amusants. Donc, par exemple, ici, j'ai un canal de 100 micromètres, j'ai de l'eau, j'ai de l'huile qui s'écoule, et vous voyez que chaque fois que vous voyez un éclairement, chaque fois que j'envoie un pulse de laser, je peux fabriquer une goutte qui est une goutte picolitre. Donc, pico, c'est 10 puissance moins 12, non? Ça va être quelque chose comme ça, donc c'est extrêmement petit. Et donc, vous voyez qu'avec la lumière, je suis capable de générer à volonté des gouttes de manière extrêmement précise. Alors, je peux faire ça de manière plus rapide. Donc maintenant, je mets une pression, donc j'ai un écoulement plus grand. J'ai de l'eau qui s'écoule dans l'huile comme ça, toujours 100 micromètres, c'est le diamètre d'un cheveu. Et vous voyez qu'à chaque fois que je mets de la lumière UV, je fabrique des gouttes. Et à chaque fois que j'enlève de la lumière UV, les gouttes disparaissent et j'ai un écoulement continu. Donc je peux comme ça fabriquer des gouttes à la demande, ce qui est très pratique pour l'encapsulation. Mais je peux aussi découper mon film à la demande, comme des ciseaux, et donc fragmenter l'interface juste avec de la lumière. Et ça, on l'a utilisé pour faire du mélange, pour faire des touillettes optiques, donc pour mélanger des liquides avec de la lumière dans des systèmes microfluidiques. Alors comment ça marche? Vous avez ici un dispositif microfluidique tout à fait classique. On va juste amener une petite loupiote ici, c'est une LED, hein, ça vaut 10 €. Et vous avez deux liquides qui s'écoulent avec, donc deux liquides organiques, par exemple ici, avec de l'eau au milieu. Donc c'est exactement la même expérience qu'avant, sauf qu'on a deux liquides différents en haut et en bas. Alors les deux liquides s'écoulent de gauche à droite. Celui d'en haut, il est fluorescent, on dit, donc il est, vous voyez, il est très clair. Celui d'en bas, il est très sombre, on ne le voit pas au début. Donc lorsqu'il n'y a pas de lumière, vous voyez, le liquide d'en haut et le liquide d'en bas sont complètement séparés et ils s'écoulent en permanence. À chaque fois que je mets de la lumière ici, je fabrique des gouttes, et ces petites gouttes vont s'agiter dans ce récipient, on pourrait dire, et mélanger les deux liquides. Et vous voyez que ce qui est très intéressant, c'est que c'est un système qui est complètement dynamique. J'ai deux liquides, je mets de la lumière, ils se mélangent assez rapidement. Donc là, vous voyez que la même chose ici et ici, grâce à ces petites cuillères optiques, peut-on dire. Et à chaque fois que j'enlève la lumière, les deux liquides se séparent à nouveau. Donc j'ai un système comme ça complètement dynamique où je peux mélanger, ne pas mélanger des liquides de manière dynamique, juste avec de la lumière. Donc on peut faire plein de choses avec la lumière. Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas ce qu'on est capable de faire. Ça, ce n'est pas très intéressant. Je dirais que c'est du détail. Ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'en fait, le contrôle des énergies interfaciales, très fin, avec des petits effets, on peut avoir des conséquences qui sont assez importantes, qui vont permettre de transporter des gouttes, qui vont permettre de fragmenter les interfaces, qui vont permettre de mélanger des gouttes et faire des réactions, qui vont permettre de mélanger des liquides. Et c'est ça qui est surtout intéressant. Après, il se trouve qu'on est capable de le faire avec la lumière, donc ça c'est très intéressant du point de vue des applications potentielles, surtout qu'on fait ça avec des systèmes qui sont extrêmement simples, bon marché, pas coûteux, qui sont des LED, on n'utilise pas du tout des lasers. Donc ça c'est très intéressant du point de vue du format. Alors, je vous ai parlé un petit peu des frustrations du chercheur, mais il y a aussi le côté le chercheur a aussi une tendance à être allergique à la monotonie, et donc je me suis dit, la lumière c'est bien, mais est-ce qu'on pourrait faire autre chose que de la lumière? Et surtout un truc qui fonctionnerait sans électricité, qui serait vraiment portable, que je pourrais faire n'importe où. Et ce qui est bien quand même, c'est les aimants. Parce qu'un aimant, vous le prenez dans la main, vous pouvez l'utiliser là où vous voulez, quand vous voulez, vous n'avez pas besoin d'électricité pour faire ça. En plus, actuellement, maintenant, vous pouvez acheter très facilement des aimants permanents sur Internet ou pas sur Internet, qui sont très puissants, et c'est très facile, et c'est pas cher du tout. Donc on voulait faire de la microfluidique avec des aimants, mais on ne voulait pas faire comme ce que les gens avaient fait, c'est-à-dire que les gens ils avaient fait de la microfluidique avant, un peu avec des aimants, mais ils avaient rajouté dans les liquides des particules magnétiques. Donc c'est bien, mais rajouter des nanoparticules ou des particules dans un système, c'est un peu embêtant. Vous n'avez pas forcément envie d'avaler des particules magnétiques, par exemple, si vous voulez faire un test diagnostique. Donc on s'est dit,
Est-ce qu'on peut manipuler des liquides avec des aimants sans utiliser de particules magnétiques ou sans utiliser de barreaux magnétiques ou sans utiliser de trucs solides magnétiques? Donc, si je prends le risque de poser la question, c'est qu'on a réussi à le faire. Et donc, l'expérience est très simple. On met ici un liquide. Ce liquide a une particularité, c'est qu'il est paramagnétique. Donc, pour le rendre paramagnétique, on rajoute simplement, on dissout dedans un sel qui est paramagnétique. Donc, ça veut dire quoi paramagnétique? Ça veut dire que si j'approche un aimant, ce liquide va se déformer très légèrement vers l'aimant. Si je prends de l'eau, j'ai la même chose, sauf que lorsque je vais approcher l'aimant, si j'ai de l'eau ici, ça va faire une petite dépression, un petit creux à l'envers. L'avantage d'utiliser un système paramagnétique, c'est qu'on peut avoir des déformations un petit peu plus grandes, mais vous voyez que ce n'est pas énorme, hein. J'approche mon aimant ici, c'est l'aimant que je vous ai montré juste à l'instant. Voilà, il tient dans la main. J'approche cet aimant et le liquide va se surélever un tout petit peu de quelques micromètres. Et ce qui est assez amusant, c'est que si maintenant je dépose sur cette surface, par exemple ma liquid marble de tout à l'heure, vous allez voir, le film va redémarrer, la liquid marble est ici. J'approche l'aimant qui est représenté par ce cercle-là, et vous voyez que dès que l'aimant s'approche, la liquid marble est propulsée assez vite vers l'extérieur. Donc je peux induire une propulsion de la liquid marble avec l'aimant. Or, esprit éclairé que vous êtes, vous allez me dire, mais en fait, c'est normal, puisque j'ai de l'eau dans ma liquid marble et que l'eau s'est repoussée par les champs magnétiques. C'est légèrement repoussé par les aimants. Donc, j'approche mon aimant et je pousse l'eau. Donc, la question, finalement, c'est de savoir, cet effet, est-ce qu'il est dû à l'effet de l'aimant sur la liquid marble ou est-ce qu'il est dû à la déformation? Et donc, pour faire ça, on a un petit peu joué avec la chimie, si je pourrais dire, c'est qu'en fait, on a pu faire varier ce qu'on appelle la susceptibilité paramagnétique, et donc, qui va être la capacité d'un liquide à répondre à un champ magnétique. On peut la faire varier, et donc on peut faire différentes expériences. On peut faire une expérience dans laquelle j'ai pas de déformation, il ne se passe rien. Je peux faire une expérience où je vais annuler la réponse magnétique du substrat, c'est-à-dire que mon substrat va être tout plat, et je mets de l'eau au-dessus. Donc là, ce que je vais voir, c'est l'effet de l'aimant sur la liquid marble. Et vous voyez que quand je fais ça, j'ai un petit effet, mais qui est très très faible. Je peux faire l'expérience inverse. Je peux annuler l'effet magnétique sur la liquid marble ici, en mettant la susceptibilité à 0, mais en déformant mon substrat. Et là, j'ai un déplacement qui est important. Et puis ça, c'est l'expérience que je vous ai montrée au début. J'ai un peu des deux. Et donc là, vous voyez, on a la comparaison ici sur ces courbes de toutes les couleurs. Ici, vous avez l'effet de l'aimant sur la petite bille liquide. Donc, ce n'est pas grand-chose, on peut presque le négliger. Et ici, vous avez l'effet de la déformation qui est considérable. Et donc, vous pouvez comme ça propulser des objets. Alors, vous pouvez propulser des objets comme liquid marbles, mais vous pouvez aussi manipuler des liquides de manière très, très, très amusante. Donc ici, vous avez des gouttes d'huile. Il n'y a pas de particules magnétiques, il n'y a rien dedans. C'est de l'huile normale, donc l'huile d'olive par exemple. Et vous voyez qu'avec un aimant, je peux la déplacer pour faire des chemins à volonté. Je peux aussi prendre des gouttes différentes et les combiner pour y faire des réactions, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et donc ça, juste avec des aimants qu'on tient dans la main. Donc, ce qui est assez sympa là-dedans, c'est que donc on peut faire des microfluidiques avec des aimants sans rajouter des particules magnétiques dans les solutions qu'on manipule. On appelle ça paramagnétofluidique, peu importe. On peut transporter plein de liquides différents. Et on a vraiment un système microfluidique qui permet de travailler sans pompe, sans tuyau, sans électricité, partout où vous voulez. Ces petits aimants sont vraiment pas chers. C'est une dizaine d'euros pour un aimant à peu près costaud et 1 euro pour les moins chers. Alors, du coup, je vais parler un petit peu de café dans le temps qui reste et de ce fameux effet tache de café. Alors, l'effet tache de café, en anglais on dit coffee ring effect, mais en fait il faut lire à l'envers. C'est d'abord un effet qui se produit sur n'importe quelle goutte qui sèche sur un substrat. Donc vous prenez une goutte, vous la mettez sur un substrat, vous la laissez sécher et vous allez obtenir, la seule condition c'est ce qu'on appelle d'ancrage, c'est-à-dire que les bords de la goutte doivent être fixés sur le substrat. Et quelles que soient les choses que vous allez à l'intérieur,
en s'évaporant, vont s'accumuler sur les bords. Donc vous avez tous vu des taches par terre ou sur les fenêtres. Et c'est quoi une tache sur une fenêtre, une tache par terre? C'est un bord sombre avec quelque chose de plus clair au milieu. Et c'est cet effet. Cet effet, pourquoi il se passe comme ça? C'est qu'en fait, l'évaporation du liquide, comme la goutte est ancrée sur le substrat, elle est comme ça, elle est ancrée sur le substrat, en fait, quand elle va sécher, elle ne va pas se recroqueviller sur elle-même, elle va rester attachée sur les bords et elle va s'aplatir. Et de ce fait, l'évaporation va être beaucoup plus grande sur les bords de la goutte qu'au centre. Et donc, ça va créer une sorte d'aspiration, ça va créer un écoulement du liquide du centre vers les bords qui va emporter tous les objets que contiennent la goutte vers les bords. Un petit peu comme dans une piscine, vous avez les bouches dans lesquelles vous avez l'aspiration de la piscine pour filtrer l'eau. Et si vous perdez votre maillot de bain, il va se coller là où vous avez la bouche, parce qu'il va se coller là où vous avez un écoulement. C'est exactement la même chose. Vous aspirez plus ici en évaporant, ça crée un écoulement et ça accumule tout ce qu'il y a dans la goutte sur les bords. Et c'est ce qui fait cet effet qu'on appelle tache de café et qui n'est pas du tout spécifique au café, qui se passe avec du thé, avec du vin, avec du sang, avec des larmes, avec des gouttes d'eau sur le pare-brise, etc., etc. Alors, ce phénomène qu'on connaît tous, en fait, c'est un problème industriel majeur, parce qu'en général, quand un industriel dépose quelque chose sur une surface, il veut que ce dépôt soit homogène. Il ne veut pas un truc qui soit complètement hétérogène. Et c'est un gros problème dans les techniques d'impression, dans les biotechnologies, etc., etc. C'est aussi un gros problème scientifique parce que ça reste finalement pas bien compris, ce phénomène. Mais aujourd'hui, je vais plutôt vous dire qu'on va utiliser ce phénomène pour l'exploiter, pour en faire un outil très intéressant, en particulier pour faire du diagnostic. Alors, si on veut utiliser cet effet tache de café, il faut être capable de le contrôler. Je vais passer un petit peu rapidement. Mais on a montré qu'on pouvait annuler très facilement cet effet tache de café en rajoutant un tout petit peu de tensioactif, donc c'est toujours du plexitron, mais à une concentration très précise. Donc c'est assez amusant. Donc si vous prenez une goutte qui contient des particules, vous la faites sécher, vous avez cet effet tache de café. Maintenant, si je rajoute du tensioactif, mais que j'en mets trop, vous êtes ici et vous avez encore l'effet tache de café. Et en fait, vous avez une petite concentration très précise dans laquelle cet effet tache de café s'annule complètement et les particules se déposent de manière homogène. Et on a montré que cette concentration très précise correspondait à la situation où les particules vont s'absorber à l'interface. Et ce qui se passe, c'est que quand la goutte sèche, l'interface va pêcher les particules qui sont en solution et les empêcher d'aller sur les bords. Et c'est comme ça que vous pouvez avoir un dépôt homogène de manière extrêmement robuste et simple. Bon, je vous montre, je vais peut-être passer ce film pour gagner un petit peu de temps. Mais le message qu'on peut dire ici, c'est que, en fait, si je contrôle ce qui se passe dans la goutte, je peux contrôler le dépôt final. Mais si je fais l'inverse, si je regarde ma tache de café, si je regarde mon motif, je vais pouvoir avoir une information sur ce qui est passé à l'intérieur et donc faire du diagnostic. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a fait notamment pour le diagnostic d'une maladie qui s'appelle la drépanocytose, SCD en anglais, Sickle Cell Disease. Alors c'est quoi la drépanocytose? C'est une maladie du sang. C'est tout simplement la maladie génétique la plus répandue au monde. Elle est due à une mutation ponctuelle dans l'hémoglobine, qui passe de la forme A naturelle à S, mutante. Et vous êtes malade quand vous avez les deux chromosomes HBS. Et si vous en avez un seul, vous êtes porteur, c'est-à-dire que votre enfant si vous avez un enfant, il y a 25% de chances que malheureusement, il soit positif à la drépanocytose. Donc c'est une maladie qui a une prévalence très très forte en Afrique subsaharienne, en Inde, mais qui est également très présente aux États-Unis et en France, en particulier autour de Paris. Et juste un chiffre qui est quand même assez significatif, assez parlant. Vous avez des pays où 88% des enfants qui sont atteints de drépanocytose ne dépasseront pas malheureusement l'âge de 5 ans. Et il y a des pays où vous avez 40%
de la population qui est hétérozygote, c'est-à-dire qu'il y a 25% de chance ou de risque, disons, d'avoir un enfant malade. Et donc, c'est extrêmement important de pouvoir faire du diagnostic systématique, mais il faut que ce diagnostic il soit extrêmement peu cher pour pouvoir distribuer dans des populations qui sont parfois avec très peu de ressources. Et donc, nous, on a proposé de faire ça avec les fêtages de café. On a fait toute une étude, je vous montre juste le résultat principal que vous allez comprendre ici. Donc, je vous ai montré tout à l'heure que avec des tensioactifs tout bêtes, on pouvait passer d'un état comme ça à un état comme ça en changeant ce qui se passe à l'interface. Ben là, il se passe exactement la même chose, sauf que c'est dû à la mutation de la protéine. Donc, vous voyez ici que si je fais sécher une goutte qui contient d'hémoglobine de patient, j'ai un anneau, c'est le fameux effétage de café avec la protéine. Donc, dans les deux cas, je n'ai pas de différence. Si maintenant je mets des particules, quand j'ai la protéine saine, j'ai un effétage de café, je vois un anneau. Et lorsque j'ai la protéine mutée qui est responsable de la drépanocytose, j'ai un dépôt qui est homogène. Et ça, vous voyez, c'est 1 mm, donc ça se voit à l'œil nu. À l'œil nu, vous n'avez besoin d'aucun marqueur, aucune molécule fluorescente, aucun anticorps. Et à l'œil nu, vous pouvez dire si le patient il a atteint ou pas de la drépanocytose. Et ce qui est assez beau ici, c'est que, d'un point de vue chimique, vous changez juste un acide aminé. Donc vous voyez, une protéine, c'est un truc énorme, compliqué, avec plein d'acides aminés. Vous en changez un qui va passer d'hydrophile à hydrophobe, et vous avez toute cette cascade d'effets qui fait que vous allez pouvoir, ça va se traduire par une figure de séchage complètement différente que vous allez pouvoir distinguer à l'œil nu, et en l'occurrence faire un diagnostic médical. Donc, ça c'est ce qu'on appelle une preuve de principe, on a expliqué comment ça se faisait, etc. Et donc maintenant on espère avoir des soutiens pour pouvoir vraiment faire des diagnostics, les développer, les distribuer. Mais ça sera possible que si on a des soutiens effectivement pour faire ce type d'études. Alors l'autre chose qui peut être intéressante aussi de faire avec l'effétage de café, c'est d'organiser les particules sur des surfaces. Donc, je vous ai montré qu'on pouvait passer d'une tache de café à un dépôt en changeant les interactions avec la surface, mais on est capable de le faire avec ça, avec la lumière aussi. Et donc, vous voyez ici, si je prends des gouttes qui sont toutes identiques et que je mets de la lumière sur certaines, celles-ci vont former un dépôt homogène. Celles que je ne mets pas de lumière vont former des anneaux, et je peux faire comme ça des lettres, encore une fois, pour montrer qu'on peut organiser les particules. Voilà. Néanmoins, je peux, si je mets plus ou moins de lumière, je peux passer d'un anneau à quelque chose d'homogène. Mais vous voyez que c'est... vous m'accorderez que ce n'est pas une organisation extrêmement impressionnante. Du coup, la question, c'est est-ce qu'on peut faire des choses mieux? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait prendre une goutte et vraiment, à l'intérieur de cette goutte, contrôler là où vont les particules et donc faire des choses qui sont un petit peu plus élaborées? Donc oui, on peut faire ça. On va faire ça en utilisant les principes que j'ai montrés tout à l'heure, c'est-à-dire de créer des écoulements avec de la lumière. Donc, je vais passer les détails, mais si on prend une goutte qui sèche, qu'on met de la lumière dessus, on peut créer des écoulements au sein de la goutte et contrôler là où les particules vont se déposer. Et voilà, on peut commencer à faire des choses qui sont un petit peu plus précises. Donc, par exemple, ici, vous voyez des gouttes qui ont séché. Et dans ces gouttes, j'ai pu, avec la lumière, faire que les particules se déposent à différents endroits. Donc, par exemple, ici, j'ai fait 2 spots, 3, 4 spots. Mais on peut aussi faire des choses un petit peu plus élaborées. Alors, cette méthode, la résolution de cette méthode est assez pourrie. Parce que vous voyez que ici, j'ai 2 mm. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout des particules individuelles que je positionne. L'intérêt de cette méthode, par rapport à ce qui est fait habituellement, c'est que ça marche avec n'importe quelle particule, avec n'importe quelle suspension que j'ai. Et ça, c'est impossible à faire avec les méthodes classiques. Et pour vraiment pousser le défi jusqu'au bout, on a pris une formulation inconnue. On a pris un liquide dans lequel on ne savait pas ce qu'il y avait, on savait juste le goût qu'il avait, et qu'est-ce qu'on a pris? On a pris du Nescafé. On a pris du Nescafé. Donc, impossible de savoir ce qu'il y a dans le Nescafé. On peut contacter Nestlé, ils ne vous diront jamais ce qu'il y a dedans. Donc, on ne peut pas savoir ce qu'il y a. Eh bien, malgré tout, vous voyez qu'on prend une goutte de Nescafé, on applique dessus de la lumière, sous la forme d'un C, comme café, par exemple.
Je suis en train de réfléchir s'il y a un truc lié à Rennes ou à la Bretagne qui commence par un C, mais je ne trouve pas, donc je ne peux pas. Et vous voyez que cette goutte dans laquelle on ne sait pas ce qu'il y a, je mets de la lumière et je suis quand même capable, malgré tout, lorsqu'elle sèche, de contrôler où les particules vont se déposer. Et c'est ce qui fait la puissance de cette approche. Voilà, donc sur l'effet tache de café, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que, je ne vous ai pas parlé, mais en fait, c'est lié à un couplage entre les interactions qu'il y a dans la goutte et les écoulements qu'il y a au sein de la goutte. Et ça va définir la forme du dépôt final. Et donc, si je suis capable de contrôler ça, je peux commencer à programmer là où mes particules vont se déposer. Dans le sens inverse, si maintenant je regarde la tête de ma figure de séchage, je peux dire ce qui s'est passé dans la goutte et donc faire un outil de diagnostic. Je vous ai montré un exemple notamment qu'en regardant la figure de séchage, une goutte de sang par exemple, on va pouvoir détecter la drépanocytose. Alors je vais vous montrer juste des films maintenant pour aller vite, donc je ne vais pas trop vous expliquer, mais toujours aux interfaces, on fabrique des cristaux, parce que juste tout ce que je vous ai montré, par exemple, oui, je vais vous montrer là, voilà, vous voyez qu'ici les particules, ce n'est pas du tout organisé. On a un paquet de particules collées les unes aux autres, mais pas du tout organisé. Et bien on fait des cristaux. Donc on a inventé une méthode extrêmement simple pour faire ça. On prend des particules dans une boîte, on retourne donc avec une surface, on retourne la boîte, les particules tombent, donc vont vers l'interface OR. On retourne la boîte, les particules qui ne sont pas tachées coulent, et celles qui restent vont s'accumuler au centre. Et en s'accumulant au centre, elles vont cristalliser. Et ça, c'est possible uniquement dans une gamme de concentration de tension réactive extrêmement précise, extrêmement petite, et pas zéro, et pas plus que des concentrations très petites, donc qui sont micromolaires. Donc, je vais passer les détails, mais on peut vraiment contrôler les propriétés de ces particules aux interfaces en faisant soit des gels ici qui sont sans désordonnés, ou soit des cristaux polycristallins. Vous voyez qu'on peut regarder ces cristaux qui sont très jolis. Je passe les détails. Ça cristallise parce que les particules restent chargées, et c'est la force de cette méthode, c'est que sinon ça ne marcherait pas. Et juste pour vous montrer quand même que c'est assez joli, donc ici on prend juste des petites particules de silice, et vous voyez qu'elles s'accumulent au centre, et que ces particules, je ne sais pas si vous voyez, mais ici on regarde ces particules, donc la lumière blanche, vous voyez des couleurs, chaque couleur c'est un monocristal, donc c'est des particules qui sont parfaitement organisées, et donc qui s'organisent spontanément pour former ces cristaux. Ces cristaux, ils ont une particularité, c'est qu'on peut les activer, donc pour ça qu'ils sont un peu vivants. Donc vous voyez un changement de couleur, donc quand je mets une certaine longueur d'onde, les particules cristallisent, quand j'en mets une autre, le cristaux se défait, et les particules s'agitent, parce qu'il y a température, c'est agitation brownienne. Je mets une certaine longueur d'onde, le système cristallise en quelques secondes, et donc vous voyez sous les yeux la formation d'un cristal. Donc c'est un peu comme avec les atomes, sauf que là vous le voyez, et c'est des particules qui cristallisent comme des atomes, et je peux en plus le contrôler de manière dynamique. Je mets de la lumière, vous allez voir, ça cristallise, j'enlève la lumière, le système fond, on peut dire, et donc devient désordonné à nouveau. Voilà, donc je passe ça, c'est juste pour vous donner quelques exemples. Donc sur ce, je dois souhaiter donc les institutions, les agences de financement, mon équipe bien évidemment. Vous pourrez trouver des infos sur notre site web, quelques photos, quelques vidéos, quelques publications. Et bien sûr, je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y, il faut toujours un qui démarre. Quelle taille font les cristaux à la fin dans ton dernier film là? Non, pas les cristaux, les grains. Les particules, c'est 1 micron. 1 micron. Et les patchs font plusieurs millimètres, 5 mm, des choses comme ça. C'est 1 micron, c'est l'ordre de grandeur. Ouais. D'accord. Je vais passer devant. Bonjour, merci beaucoup. Je me demandais, vous n'en avez pas beaucoup parlé, mais on a vu 2 fois un microcircuit, un laboratoire sur puce dans votre présentation. Et je me demandais comment on était usiné Comment on fabrique ça? Ouais.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, il y a vraiment des méthodes de routine. On peut même en acheter, des systèmes microfluidiques. Donc, c'est devenu quelque chose qui n'est plus une curiosité de laboratoire. Sinon, la méthode la plus classique qu'on fait au labo, en général, c'est qu'en fait, on va déposer une résine photosensible. On va dessiner les canaux sur un transparent. On appelle ça un masque. Et on va faire passer de la lumière à travers ce masque. Et donc, la lumière va éclairer seulement certaines parties, qui va, par exemple, décoller la résine. Et donc, il va rester, cette résine photosensible va reproduire en relief le dessin qu'on avait fait sur le transparent. Et ensuite, on a ce qu'on appelle un moule, c'est-à-dire qu'on a nos circuits en relief. On va couler du silicone dessus. Ce silicone, on le fait réticuler. Et ensuite, on a en creux les canaux dedans. Donc ça, c'est la méthode de base, mais il y a plein de variations autour de ça. Il y a de plus en plus d'utilisation aussi de l'impression 3D. Pour faire des systèmes microfluidiques. On peut aussi graver, enfin, il y a tout un tas de méthodes. Mais à moins d'aller vers des toutes petites dimensions, mais les dimensions qu'on regarde ici, ce n'est vraiment plus, on peut dire que c'est pas vraiment un domaine de recherche maintenant, c'est vraiment des techniques qui existent. Oui, je vous remercie. Merci pour votre exposé. Vous utilisez la lumière, puis vous parlez de l'aspect spectral, la longueur d'onde. Oui. Je me suis demandé si vous aviez donné un état de polarisation à votre lumière, où elle intervient. Cet attribut intervient ou pas du tout? En général, non. Dans pratiquement toutes les méthodes, non, ça n'intervient pas, parce qu'on utilise juste de l'isomérisation donc sur des photochromes qui sont essentiellement dépendants de la longueur d'onde. Voilà. Les seules choses que je n'ai pas montrées ici, c'est des choses qu'on fait avec de l'ADN sur des molécules qui s'orientent, où là, on va utiliser des effets de polarisation pour voir, mais sur ce qu'on fait, nous, il n'y a pas de... Ou alors, on ne les a pas explorés, mais en tout cas, voilà, ce n'est pas un paramètre qui nous est important. Nous, c'est la longueur d'onde essentiellement qui est le truc le plus principal. Oui, je voulais savoir là, quelles sont typiquement les tailles de faisceaux que vous utilisez et les puissances lumineuses en particulier. Est-ce qu'il peut y avoir des effets thermiques résiduels quelque part dans vos expériences? Oui, alors en général, on utilise donc des puissances relativement modérées, puisqu'on utilise juste maintenant on n'utilise plus que des LED en fait pour faire nos expériences. Bon, là, j'ai pas les chiffres en tête, mais je pourrais les donner en regardant les publications. Donc on fait tout pour ne pas avoir d'effet thermique, mais on peut en avoir bien sûr. Disons qu'on essaie en général d'avoir des phénomènes qui sont une amplitude suffisamment forte pour dominer des effets thermiques qui existent tout le temps en fait. Donc typiquement, ce qui nous rassure qu'on n'a pas trop d'effets thermiques, c'est quand on peut inverser le phénomène en changeant la longueur d'onde par exemple. Donc voilà, on a une dissipation thermique qui peut être un petit peu différente, mais qui n'est pas trop faite. Et voilà, on évite ça. Néanmoins, un message que j'aimerais passer aussi, c'est qu'en fait, nous, on utilise ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de mettre en évidence des phénomènes. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire ici, par exemple, avec des effets thermiques induits par la lumière, donc avec des marangonies thermiques. Donc, je pense qu'il y a plein de choses intéressantes qui peuvent être faites aussi en thermique. Par exemple, cet effet anti-marangonie que j'ai montré, si c'est correct, ça doit se passer de la même chose avec un effet thermique et donc inverser le déplacement dans des systèmes confinés. Donc c'est ces effets qui peuvent être très intéressants parce que l'avantage du thermique, c'est qu'on n'a pas besoin de molécules spéciales. Après, contrôler le thermique, c'est pas toujours très facile. Oui, je me demandais, dans le cas du test à la drépanocytose, pour oui. la drépanocytose, quelle est la sélectivité du test et est-ce que la protéine qui est sondée, elle est dans une cellule encore au moment du test ou elle a été lysée? Donc là, c'est lysé. Donc là, donc ici, en fait, donc là, j'ai été extrêmement vite. J'ai mis en intransparent un travail qui est très très long. Donc, on a fait des études très systématiques sur différentes protéines, différentes particules, différentes concentrations, et dont l'objectif n'était pas de faire un test diagnostique. L'objectif, c'est vraiment de voir dans quelle mesure on peut remonter à des interactions, dans ce cas-là, particules-protéines,
avec des patterns. Et c'est ça le truc. Il se trouve que dans un cas particulier, donc avec un type de particules particulières, des concentrations particulières, on peut distinguer très nettement HBA de HBS, mais c'est sur des systèmes lisés effectivement et donc relativement purifiés. Et donc pour aller sur du diagnostic, et c'est pour ça qu'il faudrait des financements, parce qu'il faudrait vraiment maintenant travailler spécifiquement là-dessus. Et donc partir de 100 patients, faire des protocoles ultra simples pour que ça soit très peu cher de sortir l'hémoglobine, mais l'avantage c'est que c'est une protéine qui est en très forte concentration dans le sang, donc ça c'est relativement accessible. On a commencé une collaboration avec les grands spécialistes de drépanocytose à l'Institut Henri Mondor. Les défis, à mon avis, qu'il va y avoir surtout, c'est effectivement la sélectivité, et si on peut faire ça sur des nouveau-nés. Et la difficulté chez les nouveau-nés, c'est que l'hémoglobine est principalement sous forme HbF, donc elle n'est pas encore différenciée. C'est ce qu'on appelle l'hémoglobine fétale. Et en fait, l'hémoglobine mutée, elle est en très faible quantité. Et même les tests actuels, hein, les tests courants, ont beaucoup de mal sur les nouveau-nés. Or, il faut, si possible, détecter ça le plus tôt possible. Donc voilà, donc ça, là, il y a toute une étude vraiment de diagnostic à faire qu'on n'a pas faite, hein, pour être honnête, qu'on doit faire, mais pour ça, on a effectivement besoin d'un peu de soutien. Et jusque-là, les demandes que j'avais faites ont été infructueuses, donc voilà. Est-ce qu'il y a encore une question? Non, c'est bien. Eh bien, on va remercier une nouvelle fois Damien pour son exposé. Merci.